Alors bonjour à tous. D'abord merci Bruno de m'avoir invité, d'avoir insisté. Parce que c'était pas évident pour moi de venir aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça important de venir. Je pense que j'étais aussi très embêté à l'idée d'occuper une demi-heure de votre temps sur cette question de pourquoi et comment c'est venu, que j'aurais envie de résumer d'une manière simple. Au départ, c'est venu peut-être presque d'une boutade ou d'un challenge ou d'une réaction pas forcément tout à fait maîtrisée suite à des interactions compliquées sur une thématique qui m'était chère. Voilà, donc c'est parti un peu de ça au départ. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je l'ai glissé comme c'est quelque chose qui m'a un peu animé et qui nous a un peu animé. J'ai choisi de ne pas centrer là-dessus, mais je l'ai glissé un petit peu au sein de certaines de mes diapos. Donc en fait, c'est parti vraiment d'un challenge. À un moment donné, j'ai dit à Bruno, il faudrait qu'on fasse des recommandations. Finalement, je pense que les recommandations nous feraient encore davantage exister. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Alors comme je n'assumais pas complètement ma position, j'ai largement utilisé un artefact qui est... alors moi j'utilise ChatGPT, que j'appelle Chatty, donc je vais solliciter régulièrement Chatty pour éviter d'assumer toutes mes positions. Mais après en avoir discuté avec les uns et les autres, il paraît qu'à force d'alimenter Chatty, il finit par refléter nos positions, donc voilà. Alors, le point de départ, effectivement, c'est l'existence de nombreuses recommandations. Alors, je ne les ai pas toutes mises. J'en ai mis quelques-unes, simplement pour avoir en tête que les recommandations des sociétés savantes à l'international, elles existent dans bon nombre de pays. J'ai cité par exemple le NICE en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, hein, qui est largement connu internationalement, sur lesquels beaucoup de recommandations se basent. Les Américains aussi, l'Académie américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent publie régulièrement des recommandations. J'ai trouvé aussi des recommandations sur le site du collège de psychiatres australiens et néo-zélandais. Et puis les collègues allemands également ont des recommandations. Alors sûrement qu'il y en a plein d'autres, je ne suis pas allé voir partout. Et puis chez nous, la HAS, on l'a cité. Et puis j'ai trouvé également la FPBN, côté de nos collègues adultes, qui font quelques recommandations pharmacogénétiques, notamment et pas uniquement. Alors finalement, la question qui se pose naturellement, c'est pourquoi pas nous ? La première idée qui sous-tendait cette volonté de faire des recommandations, c'est un besoin de clarté, ou plutôt d'affichage de clarté. Je vais essayer d'exprimer le mieux que je peux ce que je sous-entends par là. L'idée que la pédopsychiatrie doit s'afficher comme une discipline structurée, claire. Alors parce que pour beaucoup de gens étrangers à la discipline, la pédopsychiatrie, ça serait cette discipline molle, floue, mal définie, complexe. C'est souvent d'ailleurs ce que m'expriment les étudiants, les externes qui viennent dans les services, ou les étudiants à qui je donne régulièrement des cours, qui sont peu formés à la pédopsychiatrie. Je crois que sur Clermont-Ferrand, on est plutôt bien doté. On doit avoir 6 heures de cours de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur les 6 ans d'externat. C'est une discipline qui est basée sur de l'humain, selon, encore une fois, les étudiants que j'interroge. Donc c'est forcément imprévisible, et donc c'est difficile à protocoliser. Et puis c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans l'image sociale qu'on porte. C'est-à-dire que moi, quand j'explique à des collègues, y compris des collègues scientifiques, j'ai discuté récemment avec un collègue pharmacien, ça doit être dur d'être pédopsychiatre, qu'est-ce que c'est compliqué, comment tu arrives à comprendre ce qui arrive à tes patients et puis à leur donner les bons traitements, voilà. Et puis, y compris chez les internes qui arrivent, et certains me disent « Ah ouais, c'est sympa la pédopsie, mais c'est pas très clair quand même. Finalement, moi je préfère la psychiatrie d'adulte parce qu'au moins les choses sont claires. » Alors quand on discute avec les externes peuvent nous dire « Ouais, mais quand même la psychiatrie au sens large, c'est quand même compliqué. Au moins, si je fais de la cardio,
tout sera clair, tout sera protocolisé. Alors d'abord, c'est faux, hein, le cardio, c'est réputé objectif, mais en fait, c'est très protocolisé uniquement dans certaines situations qui sont bien définies. Et en dehors de ces cas un peu idéaux, elle devient tout aussi interprétative, incertaine et débattue que la pédopsie. J'ai demandé à mon ami, donc ChatGPT, de me faire un petit exemple. Il m'a sorti cet exemple que la douleur thoracique avec troponine élevée, c'est un truc classique en cardio. Le réflexe que vous devez tous savoir dans la salle, c'est infarctus du myocarde, sauf qu'en fait, il y a plein d'interprétations possibles. Je vous les ai citées, je ne les connais pas toutes. Hein. L'infarctus type 1, type 2, la myocardite, le Takotsubo, l'embolie pulmonaire, l'insuffisance rénale avec troponine élevée de manière chronique. En fait, avec une même donnée biologique, les décisions vont être radicalement différentes. Corono en urgence, traitement médical, pas de cardiologie invasive du tout. Et devant cette troponine élevée, cette douleur thoracique, 2 cardiologues vont proposer des stratégies opposées. Donc en fait, même en cardio, il n'y a pas de lecture unique. L'interprétation est contextuelle et il y a des désaccords fréquents entre les experts. Donc en fait, ce n'est pas la pédopsie qui est obscure, hein, c'est la médecine qui est fondamentalement interprétative. Ça, je pense que je n'aurais pas de mal à vous convaincre de ça. Donc revenons à l'idée que la pédopsychiatrie française n'est pas assez structurée. En fait, moi j'ai la conviction qu'on est quand même tous globalement assez d'accord sur ce qu'il faut faire face à une situation. Mais d'une part, je pense qu'on transmet beaucoup à l'oral, qu'on aime la complexité. Pour nous, c'est synonyme de richesse. Qu'on craint tous la rigidité d'une pensée unique, qui serait finalement une simplification de la réalité complexe. Et que, parmi nous, certains entretiennent cette vision complexe dans cette idée que ça va être plus riche, mais qui peut aussi parfois être un risque d'écueil et qui détourne certains de la discipline. Donc en fait, la conclusion de ce point, c'est l'idée que la pédopsychiatrie française, en fait, elle est structurée, mais elle ne l'affiche pas suffisamment. Alors je fais un petit détour sur un projet qui m'est cher, que je porte avec 5 collègues de différentes villes, universitaires de différentes villes, qui est le projet Tracer la voie, et je vais vous en donner un peu la genèse et vous expliquer pourquoi c'est en lien. Finalement, c'est en lien avec ce projet que j'ai eu cette idée. Au départ, on est parti d'un podcast que vous connaissez peut-être, qui s'appelle justement Tracer la voie, qui est accessible sur toutes les plateformes, qui est un podcast de pédagogie expérientielle, c'est comme ça qu'on le nomme, de manière un peu caricaturale, c'est « Vie ma vie de pédopsychiatre », à destination des étudiants, mais on va plus large, puisqu'il y a j'ai rencontré des lycéens qui avaient écouté le podcast, et là, plus largement, le podcast a été positionné dans les 10 meilleurs podcasts de santé quand il est sorti, sur les plateformes, donc on a touché beaucoup plus large, des familles, des parents, etc. Ce podcast, c'était finalement une première étape. On a fait une première saison qui a plutôt bien marché. On a attaqué la deuxième saison. Et puis, à force de se réunir régulièrement, on s'est dit, finalement, on n'a pas de référentiel de pédopsychiatrie. On a des excellents livres, très psychopatho, très intéressants, très riches, très complexes. Mais on n'a pas de référentiel simple pour les étudiants qui seraient en 6e année, qui s'intéresseraient à la pédopsie, ou les jeunes internes qui débarquent. Tous les internes me demandent quel livre je dois acheter quand j'arrive en pédopsychiatrie. J'ai un peu de difficulté, je leur en conseille plein, il y en a plein de très intéressants, mais je me dis, pour trouver les choses simples, accessibles, facilement, c'est compliqué. Donc on s'est dit, on va faire un livre, un référentiel. Et puis en discutant, on s'est dit, non mais attends, le référentiel, c'est pas suffisant. Finalement, comment ça se passe quand on est universitaire de pédopsychiatrie en province ? Je caricature un peu, mais à Paris, vous êtes quand même suffisamment nombreux pour vous retrouver, construire les choses ensemble, c'est un peu plus simple. Donc, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'étais le seul universitaire, soutenu par des collègues PH, mais qui peuvent enseigner les thématiques qui les intéressent sur le plan clinique, mais c'est tout. Donc pour structurer, coordonner, réfléchir à quelque chose d'un peu complexe.
J'étais tout seul, donc c'est quand même un gros travail. Donc heureusement, sur le plan régional, il y a quand même des organisations qui se font. Mais finalement, j'étais en manque de quelque chose d'un peu plus national, structuré, qui m'aide et qui me soutienne. Donc on a eu cette idée-là, et c'est là qu'est né le projet global Tracer la voie, le curriculum pédagogique national, pour lequel on a obtenu un financement sur 3 ans qui va nous permettre de construire un curriculum national d'enseignement, qui soit harmonisé, intégré, rigoureux et structuré, à la fois sur les enseignements, les techniques d'évaluation, etc., etc. Ce programme-là, il est destiné à aider et soutenir les collègues qui enseignent au quotidien. Il est destiné aussi à afficher une structuration de la discipline pour les étudiants. C'est aussi une question d'attractivité. Il n'y a pas beaucoup de disciplines qui affichent quelque chose d'aussi clair et structuré. Donc on sera un peu les pionniers. Alors, on n'est pas les pionniers au niveau international, puisqu'il y a quelques pays qui s'y sont mis, notamment en Nouvelle-Zélande. Il y a vraiment ce job-là a été fait, et ça a l'air de fonctionner quand même. C'est-à-dire que ça a affiché quelque chose de structuré, de clair, ça donne envie de venir. Du coup, la suite logique, c'est de se dire finalement, si on avait en plus des recommandations structurées de la discipline qui soutiennent ce programme-là, ça serait un élément de plus, une brique de plus dans l'attractivité globale de la discipline. Donc l'idée, c'est quand même que on doit afficher une plus grande harmonisation, structuration, vous l'appelez comme vous voulez. Je ne sais pas si structuration, c'est le bon terme. En tout cas, quelque chose qui s'affiche clairement aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se structure intrinsèquement, parce que je pense qu'on l'est suffisamment. Il faut juste qu'on l'affiche. Donc l'idée de cette structuration, elle doit être constructive et suffisamment souple à notre image. Elle doit être là pour encourager, faciliter, attirer, accompagner, et pas pour brider, limiter, contraindre. En tout cas, c'est moi ce que je souhaite dans cette forme de structuration. Ensuite, la deuxième idée, c'est des recommandations contextualisées. Alors, je reviens aux recommandations internationales. Finalement, il y a un certain nombre de recommandations qui existent un peu partout dans le monde. Il y en a qui sont même très bien. Pourquoi on n'utiliserait pas ces recommandations? Pourquoi on ne les appliquerait pas directement? Moyennant traduction, c'est assez simple de se dire, voilà, les recos du NICE, c'est fait par des gens quand même suffisamment intelligents pour qu'on n'ait pas besoin de refaire le travail. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis le site du NICE et il y a un certain nombre de recommandations qui sont positionnées sur ce site, qu'on pourrait tout à fait imaginer transposer en France. D'ailleurs, c'est ce que les Allemands font sur le site des recommandations allemandes. Alors, je suis désolé, je ne parle pas allemand, donc j'espère que je n'ai pas copié-collé quelque chose qui ne correspond pas. Mais globalement, sur les thématiques, ils affichent les recommandations nationales quand il y en a, et toujours le NICE. Et quand il n'y a que le NICE, ils mettent que le NICE. Donc, ils font un mélange comme ça des recommandations. Alors, j'ai pris un exemple d'une recommandation sur les automutilations, enfin les tentatives de suicide, le self-harm. Donc les recommandations datent de 2022, donc elles sont quand même assez récentes. J'ai demandé à mon ami Tchati de m'expliquer à quel point ces recommandations pourraient être applicables en France. Alors, il m'a répondu que, alors c'est moi qui ai mis le chiffre pour que ce soit un peu plus clair, mais il me dit que la grande majorité des recommandations présentes dans le texte sont applicables en France. Alors, globalement, ça correspondait à peu près à 70-80%. Mais il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas. Principalement, ce qu'il me dit, c'est que les recos NICE reposent sur un modèle de système intégré, doté en ressources et structuré autour de la crise. Alors que, et ça c'est sa critique de notre système, la pédopsychiatrie française est fragmentée, sous-dotée et historiquement orientée vers le suivi long. On a le droit de critiquer, mais c'est... Plus précisément, je vous donne quelques exemples de recommandations qui seraient difficiles à appliquer en France. La première, c'est toute personne après automutilation doit recevoir une évaluation psychosociale complète rapidement par un professionnel formé. ChatGPT me dit... Combien vous avez de pédopsychiatres en France?
quel est le statut des urgences pédiatriques, quels sont les délais d'accès à la pédopsychiatrie. Et il me dit finalement, même au Royaume-Uni, moins de la moitié des patients sont évalués dans des délais satisfaisants. Donc là, on est clairement hors sol, mais finalement, y compris au Royaume-Uni. Deuxième chose, cette recommandation, elle rejette totalement les outils de stratification du risque suicidaire. Alors ça, c'est une donnée scientifique actuelle, qui est portée par un certain nombre de recommandations internationales, sous-tendues par des textes scientifiques, des études scientifiques, que je ne remets pas en question et que ChatGPT ne remet pas en question. Donc il dit que globalement, le RUD, qu'on connaît tous, qu'on enseigne tous, notamment à nos collègues pédiatres qui sont en général en première ligne sur les patients suicidants, et bien finalement, le RUD, ça ne sert à rien de le faire. Et c'est pas indiqué de le faire. Sauf que si vous n'enseignez pas le RUD aux collègues pédiatres, qu'est-ce que vous leur enseignez? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Donc, si vous ne leur enseignez pas le RUD, il y a un risque de désorganisation des pratiques existantes et de mettre des cliniciens en insécurité juridique. Et si vous n'enseignez plus le RUD et que vous n'avez pas d'alternative, les collègues pédiatres ne voudront plus évaluer les patients suicidants. Alors ensuite, il y a la critique classique des recommandations anglo-saxonnes, l'idée qu'il faut donner accès à des psychothérapies spécifiques, et notamment les psychothérapies basées sur les TCC. Alors, encore une fois, loin de moi l'idée de critiquer les TCC ou de dire c'est pas le bon choix. Juste, je le confronte à la réalité du terrain français. Si vous cherchez des TCC disponibles en pédopsychiatrie publique en France, ben, vous allez chercher longtemps. Le modèle français, ben, voilà, vous le connaissez bien, il est basé sur la pluralité des approches. Et donc, si vous ne recommandez que des TCC, ben, vous risquez d'augmenter encore les listes d'attente avec des jeunes qui ne seront pas pris en soins. Ou alors, il faut qu'on transforme l'offre de soins. Enfin, et ça c'était la critique principale du NICE, c'était l'idée que l'approche devait être multisectorielle. Donc finalement, les recommandations du NICE, elles s'appliquent à la santé, à l'école, à la justice, à toutes les institutions. Je vous mets au défi en France d'aller proposer des recommandations scientifiques qui s'appliquent aux enseignants de la même manière. Bon, on peut essayer, hein, et c'est ce qu'ils viennent de faire. Je ne suis pas convaincu qu'on arrive à imposer à l'éducation nationale de penser comme nous. En tout cas, c'est un défi. Et je pense que si on se met à sortir des recommandations, nous, sociétés scientifiques, pédopsychiatriques, qui s'appliquent aux enseignants, voilà, on risque d'avoir des retours de bâton. Donc en fait, finalement, le constat, c'est que la version NICE est un très système intégré, alors qu'on est quand même, nous, beaucoup plus fragmentés. Dernier élément, je pense que ce n'est pas spécifique à la France, mais la logique du no withholding care, c'est-à-dire on n'a pas le droit de refuser un soin qui est en fonction du risque ou de l'intention. Donc on doit proposer le soin adapté aux patients. Donc ça, c'est un principe éthique qui est porté par le NICE, sauf qu'en réalité, c'est difficilement applicable en France où on manque de place et on fait des arbitrages constants. Donc ça risque de rentrer en tension avec la réalité du terrain. Voilà, donc l'idée c'est de proposer des recommandations contextualisées, adaptées à l'organisation du système de santé français et adaptées au contexte réel. Enfin, et c'est probablement le point pour moi le plus important, en tout cas le point à la base de cette idée de recommandation, je pense qu'on a besoin de recommandations pédopsychiatriques. Je pense que la pédopsychiatrie a besoin d'exister, coincée entre la psychiatrie de l'adulte et la pédiatrie. Je vous ai donné quelques exemples de sa difficulté à exister. On n'a qu'à constater le nombre de sièges qu'on a au conseil d'administration du CNUP, du Collège national des universitaires de pédopsychiatrie.
On a un tiers de sièges pour 2 tiers à la psychiatrie adulte. On est quand même régulièrement oublié dans un certain nombre de grandes causes, de Grenelle, d'assises. En tout cas, il faut vraiment frapper à la porte pour y rentrer. Alors, c'est là où j'ai glissé l'exemple de cette commission à l'origine du rapport sur le repérage et l'intervention précoce en santé mentale chez les jeunes, pour lequel on a été sollicité il y a quelques temps et qui a été porté par 2 collègues de psychiatrie adulte. Ce qui pose quand même question quand on parle d'intervention précoce en santé mentale chez les jeunes. Voilà. Au-delà de la manière dont ça s'est passé et des conclusions, il y a simplement la réalité que quand on parle des jeunes, pour moi, il faudrait qu'on existe dans le processus au départ, et pas uniquement à l'arrivée. Donc, dans l'imaginaire collectif, la pédopsychiatrie est tantôt une branche de la psychiatrie générale, une option, une surspécialité de la psychiatrie adulte. Alors, vous remarquez que j'ai mis psychiatrie adulte. Je pense qu'il faut qu'on s'entraîne vraiment à dire psychiatrie de l'adulte. Qu'on arrête de parler de psy-G ou de psy générale, ça c'est plus possible. Voilà. Qu'on arrête de parler de psychiatrie adulte. Alors, on parle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et on doit parler de psychiatrie de l'adulte. Finalement, j'ai le sentiment qu'on est la seule discipline pédiatrique à réfléchir sur ce mode. Les cardiopédiatres ou les gastropédiatres, ils ne se posent pas la question de savoir s'il faut qu'ils restent avec les gastro-adultes ou les cardiologues adultes. Voilà. À ce propos, je profite pour faire la pub d'une intervention que je fais au Congrès français de psychiatrie en décembre, qui sera un débat sur faut-il une indépendance de la pédopsychiatrie, que je tiens avec Marie-Rose Moreau, qui défendra le non, et du coup je défendrai le oui, vous l'avez compris. Ma position est bien contrastée, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir penser l'idée que parfois on a besoin d'exister en dehors de la psychiatrie de l'adulte. Pourquoi ? Parce qu'on a une population spécifique, des troubles spécifiques, la clinique est spécifique, les traitements sont spécifiques. Pour en venir à nos questions de recommandations, pour moi il est impossible d'appliquer les recommandations de l'adulte aux enfants. Donc on a besoin de recommandations adaptées à nos patients. Je reviens à notre question d'intervention précoce. Vous savez, l'intervention précoce est largement basée sur le case management. Les recommandations adultes insistent sur l'intérêt du case management individuel, 1 pour 1, avec un case manager qui va suivre intégralement le patient de A à Z. Dans notre vision pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle d'équipe, les recommandations, entre guillemets, puisqu'elles n'ont pas suivi le protocole qu'on est en train de mettre en place, mais en tout cas, les recommandations qu'on a établies avec le conseil scientifique et avec ma collègue, notamment ma collègue Louise-Émilie Dumas, on insiste sur le case management d'équipe, qui nous semble beaucoup plus pertinent pour les adolescents. Enfin, on a besoin de recommandations applicables. Et là, je vais de nouveau me cacher derrière ChatGPT pour parler de recommandations qui sont parfois hors sol. Alors, les recommandations HAS, j'ai hésité à parler de ça puisqu'on est quand même au sein du ministère de la Santé. Bruno m'a autorisé à le faire, donc ne sachant pas ce que je vais dire. Les recommandations HAS, elles ont le mérite d'exister. Encore une fois, l'idée n'est pas tout n'est pas acheté, mais c'est quand même un processus long et complexe qui fait intervenir de nombreuses personnes, qui obtiennent un consensus global. C'est cher, parce qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, c'est cher. Ça prend du temps, en tout cas. Je ne sais pas si c'est cher en termes financiers, mais c'est cher en temps, donc ça arrive pas souvent. L'exemple, c'est les recommandations sur la prise en soin des conduites suicidaires de l'adolescent. 98 recommandations AFSAPS. On insiste sur l'impératif d'hospitaliser systématiquement les jeunes après une TS. Moi, j'ai participé en 2019 aux réunions de cadrage sur la mise à jour de ces recommandations, qui sont sorties en 2021, donc 23 ans après. Ces recommandations proposent des alternatives au temps plein et favorisent les alternatives au temps plein. En 2015, on a créé sur le CHU de Clermont-Ferrand
une équipe mobile pour laquelle on a rapidement constaté que la prise en soins en équipe mobile intensive à domicile était aussi efficace, voire plus efficace. On a des données qui montrent qu'on réduit même le risque de repassage aux urgences versus hospitalisation en temps plein. Eh bien, je ne vous raconte pas la galère pour expliquer aux collègues pédiatres qu'on n'allait pas hospitaliser les jeunes, qu'on n'allait plus hospitaliser les jeunes. Alors, je ne vous parle même pas des familles, des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, enfin, j'en passe. Mais ne serait-ce que les collègues pédiatres, je continue à faire de la pédagogie au quotidien en 2026 sur ce point-là. Alors que les recommandations de 2021 sont sorties et montrent ça. Donc pour vous dire que voilà, le processus est long et complexe, et que finalement on travaille non seulement la plupart du temps hors AMM quand on prescrit, mais on travaille aussi énormément hors recommandations de bonne pratique. Alors quand il y en a, elles peuvent être critiquables sur certains points. Pour, encore une fois, ne pas porter seul la responsabilité de ce que je vais dire, j'ai demandé à ChatGPT, tel quel, peux-tu me dire quelles seraient les limites et les éléments difficiles à appliquer pour cette recommandation HAS et les éléments qui risquent de faire débat dans la communauté. C'est les recommandations sur le trouble du spectre de l'autisme que vous avez vu passer récemment, qui concernent les nourrissons, les enfants et les adolescents. Alors, ChatGPT me dit, d'abord sur les limites intrinsèques de leurs recommandations, le niveau de preuve est globalement faible. Là, ce n'est pas moi qui invente les chiffres, c'est lui qui le dit, 70 à 80% des recours reposent sur des accords d'experts, plutôt que sur des preuves robustes. Donc ça sous-tend une forte dimension normative, plus que strictement evidence-based. Ce qui est justement ce que est censé éviter la HAS. Donc politiquement, je pense qu'on a intérêt à plus exister pour pouvoir porter aussi une recommandation, parce que finalement, cette recommandation de la HAS, elle est extrêmement politique et peu scientifique. Encore une fois, selon ChatGPT. La question des accords d'experts, elle pose toujours question. Et si vous prenez 10 autres experts, ils vont vous dire quelque chose de différent. Donc c'est politique. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal, c'est juste que c'est politique. Ensuite, la recommandation dit que les TSA sont extrêmement hétérogènes. Et ça, je pense qu'on en est tous d'accord. Paradoxalement, les recommandations font la promotion de modèles jugés interventionnels par ChatGPT, spécifiques, développementaux et comportementaux. Donc des modèles assez standardisés pour répondre à des troubles très variables et diversifiés, et hétérogènes. Ensuite, et ça je pense que, en tout cas vous avez tous entendu parler de cette recommandation en ce sens, faible intégration des dimensions psychodynamiques et subjectives. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ChatGPT, qui sont classées dans des interventions non recommandées, comme vous le savez. Le risque, selon ChatGPT, c'est un appauvrissement de la compréhension de l'expérience subjective. Une difficulté à penser la souffrance psychique, les processus adolescents, la conflictualité interne. Il me met quand même en numéro 3 des résultats. Ensuite, il insiste sur l'approche qui est très développementale, mais peu longitudinale et psychopathologique. Donc ça insiste beaucoup sur la précocité, la trajectoire développementale. Et finalement, elle développe très peu les trajectoires psychopathologiques complexes à l'adolescence, les comorbidités psychiatriques sévères. Donc c'est un modèle qui est jugé par ChatGPT trop neurodéveloppemental, ou en tout cas très, si on veut le transformer neurodéveloppemental, et peu psychiatrique. Voilà, donc c'est un parti pris. Ensuite, vision très normative du bon parcours, avec l'idée que ça décrit un parcours idéal, avec une prise en soin qui doit être précoce, intensive, coordonnée, inclusive. Donc avec le risque de produire une norme implicite du bon accompagnement et une forme de culpabilité si on ne peut pas répondre à ça de la part des équipes. Et puis, voilà, on répond au bon parcours, sauf qu'en fait, on a plein de patients complexes qui ne vont pas rentrer dans ce bon parcours. Les difficultés majeures d'applicabilité, en numéro 1, c'est l'intensité des interventions précoces. Ça, c'est recommandations, c'est plus de 10 heures par semaine d'intervention spécialisée.
franchement, si vous m'annoncez ça, moi je mets la clé sous la porte. Je ne sais pas où je vais trouver les gens pour faire 10 heures par semaine d'intervention spécialisée pour tous nos enfants TSA. Déjà, quand on arrive à les voir, c'est déjà bien. Donc, voilà, donc là, l'écart entre les recommandations et la réalité, il y a un gouffre, il y a un abîme. Le modèle est pluriprofessionnel, coordonné, et on propose de généraliser les interventions dans tous les milieux de vie. On a un peu évoqué avec les enseignants. Ce qui est proposé, c'est des évaluations et un suivi pluridisciplinaire, régulier, coordonné. Une exigence de forte cohérence intercontexte et interinstitutionnelle. Bon, je reviens sur le cloisonnement entre le sanitaire, le médico-social, le scolaire, qui n'a aucun temps financé de coordination entre les institutions, que les écoles sont peu formées, qu'il n'y a pas assez d'AESH, etc. etc. Voilà, donc en fait, la coordination, elle est prescrite, mais elle est peu outillée structurellement. Donc c'est un idéal, mais pour l'atteindre... Et puis dans les points qui risquent de faire débat, il m'a mis en numéro 1 l'exclusion explicite de certaines approches, par exemple les approches psychanalytiques, ce qui pose la question d'un débat scientifique, niveau de preuve contre complexité clinique, d'un débat politique, la place de la psychanalyse en France, d'un débat institutionnel, l'impact sur les équipes existantes, la dominance des approches comportementales et développementales, avec une perception possible d'une hégémonie d'un modèle, où on pourrait critiquer, sous-tendu, réduction du sujet à ses compétences, risque de normalisation comportementale. Et puis, pêle-mêle, l'intensité des interventions précoces, le concept de profound autism, la place du numérique, la place du sujet, enfin bref, j'ai passé un peu vite les autres points pour pas... qui sont probablement un peu moins intéressantes pour nous. Des recommandations, au final, qui devraient être applicables. En tout cas, c'est le souhait que je souhaite poser en introduction de cette journée. Agile, donc qu'il soit suffisamment rapide à élaborer. Hein. Si on met 3 ans pour élaborer des recommandations, ben, quand on les a faites, elles sont déjà plus applicables. Et puis fréquemment mises à jour. Ça, si on attend 20 ans pour mettre à jour, ben on fait plus que ce qui est recommandé. Applicable, c'est-à-dire adapté au contexte réel. Hein. Moi, je veux bien porter l'idée qu'il faut des TCC à tous nos jeunes qui font des automutilations, mais en pratique, on n'a pas suffisamment de professionnels pour faire ça. Hein. Donc, si on le dit, ben, on ne le fera pas. On peut un peu le dire pour porter une transformation des pratiques, hein, encore une fois. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas le faire de manière en disant il n'y a que ça. Sinon, ben, on ferme la porte à la possibilité de suivre les recommandations. Et puis, des recommandations pédopsychiatriques. Et ça, je pense qu'il y a une position politique à avoir. Je pense qu'il faut qu'on assume l'idée que, ben voilà, on va peut-être porter une vision différente sur certains points, que les collègues adultes, que les collègues pédiatres, développementalistes, mais que c'est notre position assumée, hein, et qui n'est pas forcément d'ailleurs, qui peut ensuite faire l'objet de compromis avec les collègues. Mais si on ne l'affirme pas dès le départ, ben, on n'existe pas. Et voilà. Je vous remercie.